Don Quichotte de Cervantes, lu par Patricia. Chapitre 21, qui traite de la haute aventure et de la riche conquête de l'armée de Membrun, ainsi que d'autres choses arrivées à notre invincible chevalier. En ce moment, il commença de tomber un peu de pluie, et Sancho aurait bien voulu se mettre à l'abri en entrant dans les moulins à Foulon. Mais Don Quichotte les avait pris en telle aversion pour le mauvais tour qu'il venait de lui jouer, qu'il ne voulut en aucune façon consentir à y mettre le pied. Il tourna bride brusquement à main droite, et tous deux arrivèrent à un chemin pareil à celui qu'ils avaient suivi la veille. À peu de distance, Don Quichotte découvrit de loin un homme à cheval, portant sur sa tête quelque chose qui luisait et brillait, comme si c'eût été de l'or. À peine l'avait-il aperçu qu'il se tourna vers Sancho et lui dit « Il me semble, Sancho, qu'il n'y a point de proverbe qui n'ait un sens véritable. Car que sont-ils, sinon des sentences tirées de l'expérience même, qui est la commune mère de toutes les sciences. Cela est vrai spécialement du proverbe qui dit « Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre ». En effet, si la fortune hier soir nous a fermé la porte de l'aventure que nous cherchions, en nous abusant sur le bruit des marteaux à Foulon, voilà maintenant qu'elle nous ouvre à deux battants la porte d'une autre aventure meilleure et plus certaine. Et cette fois, si je ne réussis pas à en trouver l'entrée, ce sera ma faute, sans que je puisse m'excuser sur mon ignorance des moulins à Foulon, ni sur l'obscurité de la nuit. Je dis tout cela parce que, si je ne me trompe, voilà quelqu'un qui vient de notre côté, portant coiffé sur sa tête cet armet de Membrun à propos duquel j'ai fait le serment que tu n'as pas oublié. Pour Dieu, Seigneur, répondit Sancho, prenez bien garde à ce que vous dites, et plus encore à ce que vous faites. Je ne voudrais pas que ce fussent d'autres marteaux à Foulon qui achevassent de nous fouler et de nous marteler le bon sens. Que le diable soit de l'homme, s'écria Don Quichotte. Qu'a de commun l'armée avec les marteaux? Je n'en sais rien, répondit Sancho, mais par ma foi, si je pouvais parler comme j'en avais l'habitude, je vous donnerais de telles raisons que votre grâce verrait bien qu'elle se trompe en ce qu'elle dit. Comment puis-je me tromper en ce que je dis, traître méticuleux, reprit Don Quichotte. Dis-moi, ne vois-tu pas ce chevalier qui vient à nous, monté sur un cheval gris pommelé, et qui porte sur la tête un armet d'or? Ce que j'avise et ce que je vois, répondit Sancho, ce n'est rien d'autre qu'un homme monté sur un âne gris comme le mien, et portant sur la tête quelque chose qui reluit. Eh bien, ce quelque chose, c'est l'armée de Membrun, reprit Don Quichotte. Range-toi de côté, et laisse-moi seul avec lui. Tu vas voir comment, sans dire un mot, pour ménager le temps, j'achève cette aventure et m'empare de cette armée que j'ai tant souhaitée. De me ranger à l'écart, c'est mon affaire, répondit Sancho. Mais Dieu veuille, dis-je encore, que ce soit de la fougère et non des foulons. Je vous ai déjà dit, frère, s'écria Don Quichotte, que vous cessiez de me rebattre les oreilles de ces foulons, car je jure de par tous les... Vous m'entendez bien, que je vous foulerai l'âme au fond du corps. Sancho se tut aussitôt, craignant que son maître n'accomplît son serment, car il l'avait assaisonné à se déchirer la bouche. Or, voici ce qu'était cette armée, ce cheval, et ce chevalier que voyait Don Quichotte. Il y avait dans ces environs 2 villages voisins, l'un si petit qu'il n'avait ni pharmacie ni barbier, et l'autre plus grand, ayant l'une et l'autre. Le barbier du grand village desservait le petit, dans lequel un malade avait besoin d'une saignée, et un autre habitant de se faire la barbe. Le barbier s'y rendait pour ses 2 offices, portant un plat à barbe en cuivre rouge. Le sort ayant voulu que la pluie le prît en chemin, pour ne pas tacher son chapeau, qui était neuf sans doute, il mit par-dessus son plat à barbe, lequel, étant bien écuré, reluisait d'une demi-lieue. Il montait un âne gris, comme avait dit Sancho, et voilà pourquoi Don Quichotte crut voir un cheval pommelé,
un chevalier et un armé d'or. Car toutes choses qui frappaient sa vue, il les arrangeait aisément à son délire chevaleresque et à ses malerrantes pensées. Dès qu'il vit que le pauvre chevalier s'approchait, sans entrer en pourparlers, il fondit sur lui, la lance basse, de tout le galop de Rocinante, bien résolu à le traverser d'outre en outre. Mais au moment de l'atteindre, et sans ralentir l'impétuosité de sa course, il lui cria « Défends-toi, chétive créature, ou livre-moi de bonne grâce ce qui m'est dû si justement. » Le barbier qui, sans y penser ni le prévoir, vit tout à coup fondre sur lui ce fantôme, ne trouva d'autre moyen de se garer du coup de lance que de se laisser choir en bas de son âne. Puis, dès qu'il eut touché la terre, il se releva plus agile qu'un daim et se mit à courir si légèrement à travers la plaine que le vent même n'eût pu l'attraper. Il laissa son bassin par terre, et c'est tout ce que demandait Don Quichotte, lequel s'écria que le païen n'était pas bête, et qu'il avait imité le castor, qui, se voyant pressé par les chasseurs, coupe de ses propres dents ce que son instinct naturel lui apprend être l'objet de leur poursuite. Il ordonna ensuite à Sancho de ramasser l'armée, et celui-ci, le pesant dans la main, « Pardieu, dit-il, ce plat à barbe est bon, et vaut une piastre comme un maravédi. » Puis il le donna à son maître, qui le mit aussitôt sur sa tête, le tournant et le retournant de tous côtés, pour en trouver l'enchassure. Et comme il ne pouvait en venir à bout, « Il faut, s'écria-t-il, que ce païen, à la mesure duquel on a forgé pour la première fois cette fameuse salade, ait eu la tête bien grosse, et le pis, c'est qu'il en manque la moitié. » Quand Sancho entendit appeler salade un plat à barbe, il ne put retenir un grand éclat de rire. Mais la colère de son maître lui revenant en mémoire, il fit halte à mi-chemin. « De quoi ris-tu, Sancho » lui demanda Don Quichotte. « Je ris, répondit-il, en considérant quelle grosse tête devait avoir le païen, premier maître de cette armée, qui ressemble à un bassin de barbier comme une mouche à l'autre. » « Sais-tu ce que j'imagine, Sancho, reprit Don Quichotte, que cette pièce fameuse, cette armée enchantée, a dû, par quelque étrange accident, tomber aux mains de quelqu'un qui ne sut ni connaître ni estimer sa valeur, et que ce nouveau maître, sans savoir ce qu'il faisait, et le voyant de l'or le plus pur, s'imagina d'en fondre la moitié pour en faire argent, de sorte que l'autre moitié est restée sous cette forme, qui ne ressemble pas mal, comme tu dis, à un plat de barbier. Mais qu'il en soit ce qu'il en est. Pour moi, qui le connais, sa métamorphose m'importe peu. Je le remettrai en état au premier village où je rencontrerai un forgeron, et de telle façon qu'il n'ait rien à envier au casque même que fourbit le dieu des fournaises pour le dieu des batailles. En attendant, je le porterai comme je pourrai, car mieux vaut quelque chose que rien du tout, et d'ailleurs il sera bien suffisant pour me défendre d'un coup de pierre. « Oui, répondit Sancho, pourvu qu'on ne les lance pas avec une fronde, comme dans la bataille des deux armées, quand on vous rabota si bien les mâchoires, et qu'on mit en morceaux la burette où vous portiez ce bienheureux breuvage qui m'a fait vomir la fraissure. » « Je n'ai pas grand regret de l'avoir perdu, reprit Don Quichotte, car tu sais bien, Sancho, que j'en ai la recette dans la mémoire. »« Moi aussi, je la sais par cœur, répondit Sancho. Mais si je le fais ou si je le goûte une autre fois en ma vie, que ma dernière heure soit venue. Et d'ailleurs, je ne pense pas me mettre davantage en occasion d'en avoir besoin. Au contraire, je pense me garer, avec toute la force de mes 5 sens, d'être blessé et de blesser personne. Quant à être une autre fois berné, je n'en dis rien. Ce sont de ces malheurs qu'on ne peut guère prévenir, et quand ils arrivent, il n'y a rien de mieux à faire que de plier les épaules, de retenir son souffle, de fermer les yeux, et de se laisser aller où le sort et la couverture vous envoient. « Tu es un mauvais chrétien, Sancho, dit Don Quichotte, lorsqu'il entendit ces dernières paroles,
car jamais tu n'oublies l'injure qu'on t'a faite. Apprends donc qu'il est d'un cœur noble et généreux de ne faire aucun cas de tels enfantillages. Dis-moi, de quel pied boites-tu? Quelle côte enfoncée ou quelle tête rompue as-tu tirée de la bagarre pour ne pouvoir oublier cette plaisanterie? Car enfin, en examinant la chose, il est clair que ce ne fut qu'une plaisanterie et un passe-temps. Si je ne l'entendais pas ainsi, je serais déjà retourné là-bas, et j'aurais fait pour te venger plus de ravages que n'en firent les Grecs pour venger l'enlèvement d'Hélène, laquelle, si elle fût venue dans cette époque, ou ma Dulcinée dans la sienne, pourrait bien être sûre de n'avoir pas une si grande réputation de beauté. En disant cela, il poussa un profond soupir, qui l'envoya jusqu'aux nuages. Eh bien, reprit Sancho, que ce soit donc pour rire, puisqu'il n'y a pas moyen de les en faire pleurer. Mais je sais bien, quant à moi, ce qu'il y avait pour rire et pour pleurer, et ça ne s'en ira pas plus de ma mémoire que de la peau de mes épaules. Mais laissons cela de côté, et dites-moi, s'il vous plaît, Seigneur, ce que nous ferons de ce cheval gris pommelé, qui semble un âne gris, et qu'a laissé à l'abandon ce Martin, que votre grâce a si joliment flanqué par terre. Au train dont il a pendu ses jambes à son cou, pour prendre la poudre d'escampette, il n'a pas la mine de revenir jamais le chercher, et, par ma barbe, le grison n'a pas l'air mauvais. Je n'ai jamais coutume, répondit Don Quichotte, de dépouiller ceux que j'ai vaincus, et ce n'est pas non plus l'usage de la chevalerie de leur enlever les chevaux et de les laisser à pied, à moins pourtant que le vainqueur n'ait perdu le sien dans la bataille, car alors il lui est permis de prendre celui du vaincu, comme gagné de bonne guerre. Ainsi donc, Sancho, laisse ce cheval, ou âne, ou ce que tu voudras qu'il soit, car dès que son maître nous verra loin d'ici, il viendra le reprendre. Dieu sait pourtant si je voudrais l'emmener, répliqua Sancho, ou tout au moins le troquer contre le mien, qui ne me semble pas si bon. Et véritablement, les lois de votre chevalerie sont bien étroites, puisqu'elles ne s'étendent pas seulement à laisser troquer un âne contre un autre. Mais je voudrais savoir si je pourrais tout au moins troquer les harnais. C'est un cas dont je ne suis pas très sûr, répondit Don Quichotte, de façon que, dans le doute, et jusqu'à une plus ample information, je permets que tu les échanges, si tu en as un extrême besoin. Si extrême, répliqua Sancho, que si ces harnais étaient pour ma propre personne, je n'en aurais pas un besoin plus grand. Aussitôt, profitant de la licence, il fit mutatio capparum, comme disent les étudiants, et para si galamment son âne, qu'il lui en parut avantagé du quart et du tiers. Cela fait, ils déjeunèrent avec les restes des dépouilles prises sur le mulet des bons pères, et burent de l'eau du ruisseau des moulins à Foulon, mais sans tourner la tête pour les regarder, tant ils les avaient pris en aversion pour la peur qu'ils en avaient eue. Enfin, la colère étant passée avec l'appétit, et même la mauvaise humeur, ils montèrent à cheval et, sans prendre aucun chemin déterminé, pour se mieux mettre à l'unisson des chevaliers errants, ils commencèrent à marcher par où les menait la volonté de Rocinante, car celle du maître se laissait entraîner, et même celle de l'âne, qui le suivait toujours en bon camarade, quelque part que l'autre voulût le conduire. De cette manière, ils revinrent sur le grand chemin qu'ils suivirent à l'aventure et sans aucun parti pris. Tandis qu'ils cheminaient ainsi tout droit devant eux, Sancho dit à son maître: « Seigneur, votre grâce veut-elle me donner permission de deviser un peu avec elle? Depuis que vous m'avez imposé ce rude commandement du silence, plus de 4 bonnes choses m'ont pourri dans l'estomac, et j'en ai maintenant une sur le bout de la langue, une seule, que je ne voudrais pas voir perdre ainsi. » « Dis-la, répondit Don Quichotte, et sois bref dans tes propos. Aucun n'est agréable s'il est long. »« Je dis donc, Seigneur, reprit Sancho, que, depuis quelques jours, j'ai considéré combien peu l'on gagne et l'on amasse à chercher ces aventures que votre grâce cherche par ses déserts et ses croisières de grands chemins,
où, quels que soient les dangers qu'on affronte et les victoires qu'on remporte, comme il n'y a personne pour les voir et les savoir, vos exploits restent enfouis dans un oubli perpétuel, au grand détriment des bonnes intentions de votre grâce et de leur propre mérite. Il me semble donc qu'il vaudrait mieux, sauf le meilleur avis de votre grâce, que nous allassions servir un empereur, ou quelque autre grand prince, qui eût quelque guerre à soutenir, au service duquel votre grâce pût montrer la valeur de son bras, ses grandes forces et son intelligence plus grande encore. Cela vu du Seigneur que nous servirons, force sera qu'il nous récompense, chacun selon ses mérites. Et là se trouveront aussi des clercs pour coucher par écrit les prouesses de votre grâce, et pour en garder mémoire. Des miennes je ne dis rien, parce qu'elles ne doivent pas sortir des limites de la gloire écuyère. Et pourtant j'ose dire que, s'il était d'usage dans la chevalerie d'écrire les prouesses des écuyers, je crois bien que les miennes ne resteraient pas entre les lignes. Tu n'as pas mal parlé, Sancho, répondit Don Quichotte. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord aller par le monde, comme en épreuve, cherchant les aventures, afin de gagner par ses hauts faits nom et renom, tellement que, dès qu'il se présente à la cour d'un grand monarque, le chevalier soit déjà connu par ses œuvres, et qu'à peine il ait franchi les portes de la ville, tous les petits garçons le suivent et l'entourent, criant après lui « Voici le chevalier du soleil, ou bien du serpent, ou de quelque autre marque distinctive sous laquelle il sera connu pour avoir fait de grandes prouesses. Voici, diront-ils, celui qui a vaincu en combat singulier l'effroyable géant Brocabruno de la grande force, celui qui a désenchanté le grand Mameluc de Perse d'un long enchantement où il était retenu depuis bientôt 900 années. Ainsi, de proche en proche, ils iront publiant ces hauts faits. Et bientôt, au tapage que feront les enfants et le peuple tout entier, le roi de ce royaume se mettra au balcon de son royal palais. Et dès qu'il aura vu le chevalier, qu'il reconnaîtra par la couleur des armes et la devise de l'écu, il devra forcément s'écrier « Or sus, que tous les chevaliers qui se trouvent à ma cour sortent pour recevoir la fleur de la chevalerie qui s'avance. » À cet ordre, ils sortiront tous, et lui-même descendra jusqu'à la moitié de l'escalier. Puis il embrassera étroitement son hôte et lui donnera le baiser de paix au milieu du visage. Aussitôt, il le conduira par la main dans l'appartement de la reine, où le chevalier la trouvera avec l'infante sa fille, qui ne peut manquer d'être une des plus belles et des plus parfaites jeunes personnes qu'à grand-peine on pourrait trouver sur une bonne partie de la face de la terre. Après cela, il arrivera tout aussitôt que l'infante jettera les yeux sur le chevalier, et le chevalier sur l'infante, et chacun d'eux paraîtra à l'autre plutôt une chose divine qu'humaine. Et, sans savoir pourquoi ni comment, ils resteront enlacés et pris dans les lacs inextricables de l'amour, et le cœur percé d'affliction, de ne savoir comment se parler pour se découvrir leurs sentiments, leurs désirs et leurs peines. De là, sans doute, on conduira le chevalier dans quelque salle du palais richement meublée, où, après lui avoir ôté ses armes, on lui présentera une riche tunique d'écarlate pour se vêtir. Et s'il avait bonne mine sous ses armes, il l'aura meilleure encore sous un habit de cour. La nuit venue, il soupera avec le roi, la reine et l'infante, et n'ôtera pas les yeux de celle-ci, la regardant en cachette des assistants, ce qu'elle fera de même et avec autant de sagacité, car c'est, comme je l'ai dit, une très discrète personne. Le repas desservi, on verra tout à coup entrer par la porte de la salle un vilain petit nain, et derrière lui une belle dame entre deux géants, laquelle vient proposer une certaine aventure préparée par un ancien sage, et telle que celui qui en viendra à bout sera tenu pour le meilleur chevalier du monde.
Aussitôt le roi ordonnera que tous les chevaliers de sa cour en fassent l'épreuve. Mais personne ne pourra la mettre à fin, si ce n'est le chevalier étranger, au grand accroissement de sa gloire et au grand contentement de l'infante, qui se tiendra satisfaite et même récompensée d'avoir placé en si haut lieu les pensées de son âme. Le bon de l'affaire, c'est que ce roi, ou prince, ou ce qu'il est enfin, soutient une guerre acharnée contre un autre prince aussi puissant que lui. Et le chevalier, son hôte, après avoir passé quelques jours dans son palais, lui demandera permission d'aller le servir dans cette guerre. Le roi la lui donnera de très bonne grâce, et le chevalier lui baisera courtoisement les mains pour la faveur qui lui est octroyée. Et cette nuit même, il ira prendre congé de l'infante sa maîtresse, à travers le grillage d'un jardin sur lequel donne sa chambre à coucher. Il l'a déjà entretenue plusieurs fois en cet endroit, par l'entremise d'une demoiselle, leur confidente, à qui l'infante confie tous ses secrets. Il soupire, elle s'évanouit. La damoiselle apporte de l'eau et s'afflige de voir venir le jour, ne voulant pas, pour l'honneur de sa maîtresse, qu'il soit découvert. Finalement, l'infante reprend connaissance et tend à travers la grille ses blanches mains au chevalier, qui les couvre de 1000 baisers et les baigne de ses larmes. Ils se concertent sur la manière de se faire savoir leurs bonnes ou mauvaises fortunes, et la princesse le supplie d'être absent le moins longtemps possible. Il lui en fait la promesse avec 1000 serments, et après lui avoir encore une fois baisé les mains, il s'arrache d'auprès d'elle avec de si amers regrets qu'il est prêt de laisser là sa vie. Il regagne son appartement, se jette sur son lit, mais ne peut dormir du chagrin que lui cause son départ. Il se lève de grand matin, va prendre congé du roi, de la reine et de l'infante. Mais les 2 premiers, en recevant ses adieux, lui disent que l'infante est indisposée et ne peut recevoir de visite. Le chevalier pense alors que c'est de la peine de son éloignement. Son cœur est navré, et peu s'en faut qu'il ne laisse éclater ouvertement son affliction. La confidente est témoin de la scène, elle remarque tout, et va le conter à sa maîtresse, qui l'écoute en pleurant, et lui dit qu'un des plus grands chagrins qu'elle éprouve, c'est de ne savoir qui est son chevalier, s'il est ou non de sang royal. La damoiselle affirme que tant de grâce, de courtoisie, de vaillance ne peuvent se trouver ailleurs que dans une personne royale et de qualité. La princesse affligée accepte cette consolation. Elle essaye de cacher sa tristesse pour ne pas donner une mauvaise opinion d'elle à ses parents, et au bout de 2 jours, elle reparaît en public. Cependant, le chevalier est parti. Il prend part à la guerre, combat et défait l'ennemi du roi, emporte plusieurs villes, gagne plusieurs victoires. Il revient à la cour, voit sa maîtresse à leur rendez-vous d'habitude et convient avec elle qu'il la demandera pour femme à son père en récompense de ses services. Le roi ne le veut pas accepter pour gendre, ne sachant qui il est. Et pourtant, soit par enlèvement, soit d'autre manière, l'infante devient l'épouse du chevalier, et son père finit par tenir cette union à grand honneur, parce qu'on vient à découvrir que ce chevalier est fils d'un vaillant roi de je ne sais quel royaume, car il ne doit pas se trouver sur la carte. Le père meurt, l'infante hérite, et voilà le chevalier roi. C'est alors le moment de faire largesse à son écuyer et à tous ceux qui l'ont aidé à s'élever si haut. Il marie son écuyer avec une damoiselle de l'infante, qui sera sans doute la confidente de ses amours, laquelle est fille d'un duc de première qualité. « C'est cela !» s'écrie Sancho. « Voilà ce que je demande, et vogue la galère. Oui, je m'en tiens à cela, et tout va nous arriver au pied de la lettre, pourvu que votre grâce s'appelle le chevalier de la triste figure. » « N'en doute pas, Sancho, répondit Don Quichotte,
car c'est par les mêmes degrés et de la même manière que je viens de te conter que montaient et que montent encore les chevaliers errants jusqu'au rang de roi ou d'empereur. Il ne manque plus maintenant que d'examiner quel roi des chrétiens ou des païens a sur les bras une bonne guerre et une belle fille. Mais nous avons le temps de penser à cela, car, ainsi que je te l'ai dit, il faut d'abord acquérir ailleurs de la renommée avant de se présenter à la cour. Pourtant, il y a bien encore une chose qui me manque. En supposant que nous trouvions un roi avec une guerre et une fille, et que j'ai gagné une incroyable renommée dans l'univers entier, je ne sais pas trop comment, il pourrait se faire que je me trouvasse issu de roi, ou pour le moins cousin issu de germain d'un empereur. Car enfin, avant d'en être bien assuré, le roi ne voudra pas me donner sa fille pour femme, quelque prix que méritent mes éclatants exploits. Et voilà que, par ce manque de parenté royale, je vais perdre ce que mon bras a bien mérité. Il est vrai que je suis fils d'hidalgo, de souche connue, ayant possession et propriété, et bon pour exiger 500 sous de réparation. Il pourrait même se faire que le sage qui écrira mon histoire débrouilla et arrangea si bien ma généalogie que je me trouvasse arrière-petit-fils de roi, à la 5e ou 6e génération. Car il est bon, Sancho, que je t'apprenne une chose. Il y a 2 espèces de descendance et de noblesse. Les uns tirent leur origine de princes et de monarques, mais le temps peu à peu les a fait déchoir, et ils finissent en pointe, comme les pyramides. Les autres ont pris naissance en basse extraction et vont montant de degré en degré jusqu'à devenir de grands seigneurs. De manière qu'entre eux, il y a cette différence que les uns ont été ce qu'ils ne sont plus et que les autres sont ce qu'ils n'avaient pas été. Et comme je pourrais être de ceux-là, quand il serait bien avéré que mon origine est grande et glorieuse, il faudrait à toute force que cela satisfît le roi, mon futur beau-père. Sinon l'infante m'aimerait si éperdument, qu'en dépit de son père, et sût-il à n'en pouvoir douter que je suis fils d'un porteur d'eau, elle me prendrait encore pour son époux et seigneur. Sinon, enfin, ce serait le cas de l'enlever et de l'emmener où bon me semblerait, jusqu'à ce que le temps ou la mort eût apaisé le courroux de ses parents. C'est aussi le cas de le dire, reprit Sancho. Ce que disent certains vauriens. Ne demande pas de bon gré ce que tu peux prendre de force. Quoique cependant cet autre dicton vienne plus à propos. Mieux vaut le sceau de la haie que la prière des braves gens. Je dis cela parce que si le seigneur roi, beau-père de votre grâce, ne veut pas se laisser fléchir jusqu'à vous donner madame l'infante, il n'y a pas autre chose à faire, comme dit votre grâce, que de l'enlever et de la mettre en lieu sûr. Mais le mal est qu'en attendant que la paix soit faite et que vous jouissiez paisiblement du royaume, le pauvre écuyer pourra bien rester avec ses dents au crochet dans l'attente des faveurs promises. À moins pourtant que la damoiselle confidente, qui doit devenir sa femme, ne soit partie à la suite de l'infante, et qu'il ne passe avec elle sa pauvre vie, jusqu'à ce que le ciel en ordonne autrement. Car, à ce que je crois, son seigneur peut bien la lui donner tout de suite pour légitime épouse. Et qui l'en empêcherait, répondit Don Quichotte. En ce cas, reprit Sancho, nous n'avons qu'à nous recommander à Dieu et laisser courir le sort comme soufflera le vent. Oui, répliqua Don Quichotte, que Dieu fasse ce qui convient à mon désir et à ton besoin, Sancho, et que celui-là ne soit rien qui ne s'estime pour rien. À la main de Dieu, s'écria Sancho. Je suis vieux chrétien, et pour être comte, c'est tout assez. Et c'est même trop, reprit Don Quichotte. Tu ne le saurais pas que cela ne ferait rien à l'affaire. Une fois que je serai roi, je puis bien te donner la noblesse, sans que tu l'achètes ou que tu la gagnes par tes services. Car si je te fais comte, te voilà du coup gentilhomme, et, quoi que disent les mauvaises langues, par ma foi, ils seront bien obligés, malgré tout leur dépit, de te donner de la seigneurie. Et quand même, s'écria Sancho, croit-on que je ne saurais pas faire valoir mon litre ? Titre,
Il faut dire titre et non litre, reprit son maître. Volontiers, dit Sancho. Et je dis que je saurais bien m'en affubler, car j'ai été dans un temps bedeau d'une confrérie, et par ma vie la robe de bedeau m'allait si bien que tout le monde disait que j'avais bonne mine pour être marguillier. Que sera ce bon Dieu quand je me mettrai un manteau ducal sur le dos, et que je serai tout habillé d'or et de perles, à la mode d'un comte étranger? J'ai dans l'idée qu'on me viendra voir de 100 lieues. Assurément, tu auras bonne mine, répondit Don Quichotte, mais il sera bon que tu te râpes souvent la barbe, car tu l'as si épaisse, si emmêlée, si crasseuse, que si tu n'y mets pas le rasoir au moins tous les 2 jours, on reconnaîtra qui tu es à une portée d'arquebuse. Eh bien, répliqua Sancho, il n'y a qu'à prendre un barbier et l'avoir gage à la maison. Et même si c'est nécessaire, je le ferai marcher derrière moi, comme l'écuyer d'un grand seigneur. Et comment sais-tu, demanda Don Quichotte, que les grands seigneurs mènent derrière eux leurs écuyers? Je vais vous le dire, répondit Sancho. Il y a des années que j'ai été passer un mois à la cour, et là, je vis à la promenade un seigneur qui était très petit, et tout le monde disait qu'il était très grand. Un homme le suivait à cheval, et tous les tours qu'il faisait, un homme le suivait à cheval à tous les tours qu'il faisait, si bien qu'on aurait dit que c'était sa queue. Je demandai pourquoi cet homme ne rejoignait pas l'autre et restait toujours derrière lui. On me répondit que c'était son écuyer, et que les grands avaient coutume de se faire suivre ainsi de ces gens. Voilà comment je le sais depuis ce temps-là, car je n'ai jamais oublié l'aventure. Je dis que tu as pardieu raison, reprit Don Quichotte, et que tu peux fort bien mener ton barbier à ta suite. Les modes ne sont pas venues toutes à la fois. Elles s'inventent l'une après l'autre, et tu peux bien être le premier comte qui se fasse suivre de son barbier. D'ailleurs, c'est plutôt un office de confiance, celui de faire la barbe, que celui de seller le cheval. Pour ce qui est du barbier, dit Sancho, laissez-moi le souci, et gardez celui de faire en sorte d'arriver à être roi et à me faire comte. C'est ce qui sera avec l'aide de Dieu, répondit Don Quichotte, et levant les yeux, il aperçut ce qu'on dira dans le chapitre suivant.